À la page 13 du chapitre 5, on va maintenant regarder les relations qui existent entre les variables linéaires, position, vitesse et accélération, et leur équivalent angulaire, position angulaire, vitesse angulaire et accélération angulaire. Pour ce faire, le meilleur exemple ou la meilleure situation à regarder, c'est une courroie entraînée par une roue, un engrenage ou une poulie. Donc, on a une courroie là, qui vient tourner sur la roue ici, qui repart de ce côté-ci. Ce que je fais initialement, je vous montre que la roue a tourné d'un certain angle. Donc, initialement, j'utilise ma flèche blanche dessinée sur la roue pour montrer qu'elle était ici initialement. Donc, avec l'horizontale standard, l'angle pointillé jusqu'ici, c'est mon angle initial. Puis là, elle va tourner jusqu'ici. L'angle indiqué ici, c'est mon angle final. Et ce déplacement-là d'un angle à un autre, c'est ce qu'on appelle le déplacement angulaire. Et si je connais le rayon de la roue, l'arc de cercle ici, je pourrais le calculer en termes de mètres, quelle longueur que ça a. Et il faut comprendre que ça correspond exactement au déplacement de la courroie. Okay? Donc, si ma roue a tourné de ça, la courroie va avoir avancé d'un delta x ici. Ce delta x est égal à la longueur de l'arc ici. Évidemment, la courroie en bas va avoir aussi avancé. Évidemment, si je définis un système de référence, puis je dis que la courroie avance positive avec une vitesse dans ce sens-là, la courroie d'en bas est dans une vitesse opposée, si on veut. Fait que pour ça qu'ici, je dirais que le déplacement est moins delta L. On peut s'en convaincre encore plus. Là, je l'avais illustré avec un certain angle, parce que quand on fait faire un tour complet, c'est peut-être pas aussi évident. Mais imaginons maintenant que la roue fait un tour complet, là, que ma flèche est partie, tourne, puis revient jusqu'ici. La courroie qui est prise après la roue va avoir avancé d'une circonférence de roue. Donc, mon delta x va être égal à la circonférence, va être égal à 2πr. Puis 2π, la partie 2π de la circonférence, c'est le 360 degrés. On a dit 360 degrés égale 2π radian. Donc, en termes d'angle, j'ai une relation entre delta x et delta θ fois r. Puis si je fais un demi-tour, ça va être 2π divisé par 2. Fait qu'on a vraiment une relation entre delta x et delta θ. Et l'élément qui fait la relation entre les deux, c'est le rayon. Donc, ça, c'est notre première relation. Deuxième relation, si je décide que ça, c'est bon, maintenant, mais qu'en plus, je le divise par delta t des deux côtés. Delta x divisé par delta t, donc delta θ divisé par delta t. Je n'ai pas changé l'équation, sauf que cette partie-ci, c'est défini comme étant de la vitesse en mètres par seconde, puis cette partie-ci, c'est défini comme étant de la vitesse angulaire en radians par seconde. Fait que la même relation demeure vraie, avec le même facteur de rapport entre les deux de proportion, si on veut. C'est le rayon qui vient faire la relation entre les deux. Ce qui était vrai en déplacement est vrai aussi en vitesse. Et je peux diviser une autre fois les deux côtés de l'égalité par delta t. Et maintenant, j'ai une variation de vitesse divisée par delta t. J'ai de l'accélération linéaire ici, puis de ce côté-ci, j'ai de l'accélération angulaire. Fait que ma relation reste vraie, et c'est toujours le R qui fait la relation entre les deux variables. Donc, c'est trois formes qui sont très identiques. Je les reprends en bas ici. Je prendrai quelques secondes pour lire le paragraphe. Évidemment, souvent, on s'intéresse juste au module. Donc, c'est plus facile là, de laisser tomber les signes. Delta x, delta θ, je suis obligé de prendre les valeurs absolues comme ça pour laisser tomber les signes. Pour la vitesse, laisser tomber les signes, c'est juste laisser tomber l'indice. Donc, je vais avoir une relation R fois la vitesse angulaire. Ça, c'était pour la vitesse, excusez. Pour l'accélération, on a vu qu'avec le chapitre 4, il existait deux types d'accélération. L'accélération linéaire ou tangentielle, puis l'accélération centripète. Celle qu'on a vue en haut dans les trois exemples, les trois démonstrations que j'ai faites, ça se trouve être la tangentielle, R fois alpha. Donc, ça, je pense que j'ai rajouté le parallèle, là, parce que le A, c'est à la fois la combinaison de ces deux-là. Donc ça reste ce qu'on a vu en haut. Puis l'accélération centripète, au chapitre 4, on avait défini que c'était V carré divisé par R. Donc V carré, je mettrais R carré, oméga carré, divisé par R, il y aurait un R qui disparaîtrait. Donc je vais avoir encore mon R qui fait la relation entre les deux, mais ici, il ne faut pas oublier, c'est oméga au carré. Fait que dans le terme linéaire, on avait AC est égal à V carré sur R, puis quand on utilise plutôt la vitesse angulaire, c'est pas V carré sur R, c'est la vitesse angulaire au carré fois R. Donc on a nos quatre relations.
À la page 14, chapitre 5, on continue avec les relations des variables linéaires et angulaires. Ils ne sont pas listés dans le titre, mais il y avait la période aussi, la fréquence qu'on avait vue dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4, on commençait par la démonstration, toutes les formules en haut. Dans le chapitre 4, on avait vu que la période, c'était la durée d'une rotation complète. Une rotation complète, ça veut dire faire la circonférence, c'est 2πr. En termes de la courroie, va avoir parcouru la circonférence 2πr. Et le temps, et à quelle vitesse qu'elle l'a fait. Donc, la vitesse ici linéaire, 2πrv. Fait que ça, c'est tiré du chapitre 4. Puis là, si on prend une relation qu'on a vue à la page précédente, que V, je peux le remplacer par R oméga, ben le R va disparaître. Vous remplacez votre V par R oméga, le R va disparaître, puis ça me donne une relation pour la période. Fait que c'est la relation qui était écrite en haut ici. Donc, je peux calculer la période maintenant avec la vitesse angulaire. Et toujours au chapitre 4, on avait vu que la fréquence, c'était l'inverse de la période. Donc ici, j'ai rajouté fréquence. Le symbole, c'est petit f et non pas t. Donc la fréquence est égale, ben, c'est l'inverse de l'équation que j'ai ici, c'est oméga sur 2π. Et maintenant, on va faire des exemples. On va résoudre l'exemple 1. Donc, la donnée du problème, un tourne-disque tourne à 33,33 rotations par minute. Quelle est la vitesse linéaire de points situés à 3 cm et à 6 cm de son centre? Donc, je relis le problème en identifiant mes données. 33 RPM, c'est une vitesse angulaire. Donc, je vais utiliser le résumé. Je ne me rappelle pas quel symbole qu'il faut que je prenne. Je vais utiliser le résumé du chapitre 5 pour me rappeler. Ah, vitesse angulaire, ok, on parle de ça, ça me ramène les variables qu'il va falloir que j'utilise. J'en profite pour faire le tour du résumé que je n'avais pas fait. Donc, au début, on a des définitions. On a la rotation à accélération angulaire constante, là, le RUA équivalent du MRUA. Je pense qu'avec vous, on ne fait pas beaucoup de problèmes. Peut-être un petit peu dans le travail pratique en laboratoire, qu'il y en a un ou deux qu'on va faire appel à ces équations-là. Et peut-être en bas, plus intéressant, là, les relations entre le monde linéaire et le monde angulaire. Donc, je pense que je vais aller piger souvent dans ces équations-là. La deuxième page du résumé, si j'ai bonne mémoire, c'est des choses que je ne couvre pas avec vous autres. Donc, le roulement, donc une roue qui roule sur la physique d'une roue qui roule. Si jamais vous êtes intéressé à ça, ça apparaît ici. Ah, c'est vrai qu'à la fin du résumé, il y avait la transmission. Donc ça, évidemment, on le fait en laboratoire, les ratios de transmission, etc. Donc, on pourrait avoir besoin de cette partie du résumé dans les travaux pratiques. Donc, j'étais dans le chapitre 5. J'ai vu que quand on parle de vitesse angulaire, je prends la lettre grecque oméga. Je continue à lire quelle est la vitesse linéaire. Donc, on me demande une vitesse linéaire en mètres par seconde. Donc, c'est la lettre V. Donc, j'aurai probablement la lettre V en arrière ici. Et linéaire de points situés à 3 cm et à 6 cm. Donc, j'ai un premier rayon de 3 cm. Je l'ai écrit immédiatement avec des unités cohérentes pour les équations de physique. Donc, 3 cm, c'est 0,03 mètres. Mais on me demande la vitesse à deux endroits. C'est pour ça que j'ai identifié qu'on me demandait deux fois la vitesse et j'ai fait une différence. Ma vitesse 1 pour tel rayon, puis ma vitesse 2 pour un autre rayon, le deuxième rayon de 6 cm. Donc, on a un disque. On fait un schéma de la situation. On a un disque qui va tourner. On connaît sa vitesse angulaire, donc on n'avait pas vu encore tout à fait comment dessiner les vitesses angulaires, mais je mets une flèche qui tourne. Quand on était dans le monde linéaire, on mettait des vecteurs. Mes vitesses à 6 cm et à 3 cm, donc je considère que je vais étudier qu'est-ce qui se passe à ce point-là du disque, à quelle vitesse qu'il tourne, à quelle vitesse qu'il avance dans l'espace. Donc ma première vitesse, évidemment, lui, il avance plus vite dans l'espace parce qu'il faut que les deux points suivent. Donc, ils sont rendus en même temps en haut ici, ça veut dire que lui, il va avoir avancé beaucoup plus vite, donc sa vitesse linéaire est plus grande. Et j'ai illustré présentement 3 variables sur 5, donc il me manque mes 2 rayons, donc il y avait plusieurs façons de le montrer, mais j'ai un petit rayon correspondant à la petite trajectoire, puis j'ai un grand rayon qui correspond à la grande trajectoire. Donc ça me prend une formule pour obtenir la vitesse angulaire, la vitesse linéaire connaissant ces paramètres-là. Je m'en vais dans le résumé. Les relations, c'est dans le bas de la page 17. Donc, oups,
je cherche justement des vitesses linéaires, connaissant l'oméga, connaissant le R, ben, je viens de trouver la bonne relation ici, c'est elle que je vais utiliser dans mon problème. Donc, je retourne ici, puis je transcris cette équation de physique-là, qui est l'équation pour calculer une vitesse tangentielle. C'est de l'information supplémentaire, mais dans le fond, mon cahier de calcul, je commence avec ça. Donc, je vais l'appliquer pour calculer V1. Donc, j'ai réécrit la même chose, mais V1 est égal à R1, puis fois le oméga qui va être constant pour les deux cas. Quand j'arrive pour mettre le oméga, je ne peux pas mettre 33,33 ici. C'est des RPM, c'est pas compatible avec des mètres. Donc, je vais être obligé de faire une étape de conversion. Okay? Pour enlever la rotation, enlever le tour par minute, donc j'ai 2 pieds radians pour un tour, ça va faire disparaître la partie R ici. Par minute, ça veut dire que j'avais minute en bas, il va falloir que je mette une minute en haut puis 60 secondes en bas. Ça fait disparaître le par minute qu'il y a là. Il va me rester des radians par seconde. Donc, personnellement, je ne l'aurais même pas calculé immédiatement parce que ça m'aurait donné des chiffres que j'arrondis sur ma calculatrice. J'aurais tout simplement écrit 33,33 fois le 2pi, mon pi est ici, fois 2 divisé par 60, mais ça revient faire une division par 30, puis c'est ce chiffre-là que je vais traîner. Si vous voulez absolument aller pitonner ça sur une calculatrice pour avoir une réponse, ben, on obtient la réponse qui est ici. Personnellement, je ne les calcule pas. Ce que je vais faire, justement, quand j'ai mon oméga ici, ben, je vais écrire que c'est 33,33 pi divisé par 30. Et ça, maintenant, je vais le pitonner parce que là, je veux une réponse officielle, une réponse à une question qui était cherchée. Donc ça, je vais le pitonner, puis ça donne 0,10 mètres secondes. Ça, je vous dis, souvent, quand on ne fait pas les simplifications, des fois, on arrive même à des chiffres relativement ronds à la fin, là, dépendant du choix que le client a fait là, au niveau des données du problème. Évidemment, il faut que je fasse un deuxième calcul, cette fois-là pour V2, mais j'utilise R2. Donc, en dessous, je vais avoir mis mes chiffres pour montrer mon cahier de calcul à mon client. Donc, le rayon, puis le oméga, c'est le même qu'en haut. Je rentre ça dans une calculatrice, ça me donne 0,21 mètres secondes. Et le premier problème est résolu. On va aller résoudre l'exemple 2 qui se lit comme suit. Quelle est la vitesse linéaire de la planète Terre se déplaçant autour du Soleil? Donc, à quelle vitesse que la Terre fonce dans l'espace? La distance moyenne Terre-Soleil est d'environ 1,5 fois 10 à la 11 mètres. Donc, je vais relire le problème et identifier clairement mes données. Quelle est la vitesse linéaire? Donc, on me donne tout de suite qu'est-ce que je cherche au départ. Donc, je cherche une vitesse, c'est en mètres par seconde, c'est la vitesse linéaire, petit v. J'ai mis l'indice t qui n'était pas strictement obligatoire, qui correspond simplement à parler de la Terre. On me donne comme donnée la distance moyenne. Donc, si la Terre, pas mentionné en haut, mais on fait l'hypothèse que la Terre va avoir une trajectoire parfaitement ronde. Des fois, on l'ajoute dans les données du problème. Donc, je vais avoir une trajectoire ronde. Ben, la distance entre le Soleil va être au centre puis la Terre autour, on se trouve à me donner le rayon. Donc, la deuxième donnée qu'on me donnait, 1,5 fois 10 à la 11 mètres, c'est le rayon de la trajectoire, le rayon de la planète Terre, encore une fois. On me demande... on ne me donne pas d'autres données, mais je ne peux rien faire avec simplement 2 données comme ça. Il n'existe pas de relation directe. Donc, il faut que je me dise qu'il y a des données intrinsèques de cachées. Entre autres, la période. La Terre prend une année pour faire sa trajectoire. Donc, je peux faire le problème sur un tour, si on veut. Donc, ici, j'ai probablement à dire que mon déplacement angulaire, ça va être un tour. Ou encore, pour les formules de physique, 2 pieds radians. Évidemment, je connais la période ou le temps, l'intervalle de temps que ça a pris. Donc, j'aurais pu mettre la lettre T majuscule, mais là, il y avait le T majuscule pour Terre. Le delta T fait un intervalle de temps qui est de 365. Je retourne fouiller dans les annexes, voir si j'ai écrit J ou autre chose. Je mettrai pas mal, vous avez écrit J, mais quand on va dans l'annexe B sur le système international, la lettre officielle pour jour, ben, c'est la lettre anglaise D. Okay. Donc, ce sont mes données. Je finis d'illustrer ma situation. Donc, j'ai la planète Terre qui va tourner sur un tour. Donc, je l'avais mis ici, puis je l'ai mis en pointillé à la fin. Donc, on a vraiment l'impression qu'on étudie un tour. Je cherche VT, donc je cherche la vitesse de la Terre qui fonce dans l'espace. Évidemment, ce vecteur-là reste constant au fur et à mesure que la Terre tourne dans l'espace. Le rayon,
c'est lié au soleil. Je n'ai pas illustré le soleil au centre, ça aurait été de l'information supplémentaire. Donc, RT est illustré, delta θ est illustré, delta t, ben, je le mets à côté de ma trajectoire pour montrer que c'est l'intervalle pour faire cette trajectoire-là. Je vais écrire la lettre T pour terre, puis j'aurais pu écrire la lettre au centre. S pour soleil. Donc, on continue. Ça va me prendre une formule pour calculer ça. Je cherche la vitesse de la Terre. Donc, ça va être la même formule qu'au problème précédent. V est égal à R oméga. Donc, je décolle avec la même formule. Je l'applique à mon problème. Je cherche la vitesse de la Terre. Connaissant le rayon, ici, j'aurais pu écrire mon T que j'ai mis à côté. Connaissant le rayon de la Terre. Et la vitesse moyenne, où j'aurais pu écrire simplement oméga, j'aurais pas mis mal non plus. Mais la vitesse moyenne, là, la Terre qui tourne alentour, la vitesse angulaire moyenne de la Terre autour du Soleil. Donc, à cet endroit-là, je suis bloqué. J'ai un chiffre pour ça, mais je n'ai pas un chiffre pour l'autre. Donc, il va falloir que je trouve d'autres outils de physique pour résoudre mon problème. Donc, je voudrais avoir une formule qui me donnerait la vitesse angulaire moyenne. Donc, je vais aller voir dans mon résumé. En bas, je l'ai déjà utilisé. C'est pas du MCUA. Oh, vitesse angulaire moyenne, c'est égal à un déplacement angulaire, hein, delta θ, c'est du déplacement angulaire, divisé par le temps. Ah, ces choses-là, je les connais. Donc ça semble faire mon affaire. Donc je reviens dans le chapitre 5 et je vais utiliser cette formule-là. Donc du moins, je vais l'essayer. Donc, delta θ va être connu. C'est 1 tour, c'est 2 pi radians. Delta t, 365 jours, mais là, je ne peux pas diviser des radians par des d. Il faudrait que je sois en secondes. Fait que j'ai une conversion d'unité. Fait qu'ici, j'ai une étape de conversion d'unité. 24 heures pour un jour, le d disparaît. 60 minutes pour une heure, la heure disparaît. 60 secondes pour une minute, la minute disparaît. Cette ligne-là pourrait être différente légèrement, là, dépendant de ce qu'on connaît ou pas comme facteur de conversion. Je m'en vais sur une calculatrice, je pitonne 365 fois 24 fois 60 fois 60 et ça me donne 31 536 000 secondes là, que ça prend pour que la Terre fasse un tour. Donc maintenant, je connais tout ce qu'il faut pour calculer ma vitesse moyenne, mon 2 pi radians divisé par mon 31 536 000 secondes va me donner une vitesse. Je ne l'ai même pas calculé, j'ai juste écrit que c'était 2 pi divisé par ça. Je vous l'ai dit souvent, je ne rentre pas mes chiffres tant que je n'ai pas besoin de calculer le point d'interrogation. Donc je vais le traîner sous ce format-là, ça évite d'avoir des simplifications, des arrondissements liés à la calculatrice. Donc je suis prêt à utiliser ça dans ma première formule en haut. Donc ma vitesse de la Terre va être égale à 1,5 fois 10 à la 11, mon rayon de la Terre qui est ici, que j'ai remis ici, multiplié par le oméga moyen, que j'ai sa façon de le calculer ici, qui est 2pi divisé par 31 000. Et là, maintenant, je m'en vais sur la calculatrice parce que je vais vraiment avoir la réponse recherchée. Et ça va me donner 29 000, pratiquement 30 000 mètres par seconde, donc 30 km par seconde. C'est extrêmement rapide. Et voilà. À la page 15 du chapitre 5, on fait un troisième exemple sur les relations entre les variables linéaires et angulaires. L'exemple 3 qui se lit comme suit. Un genre de centrifugeuse est utilisé pour entraîner les astronautes à subir de fortes accélérations. On a déjà vu ça, on a un grand bras qui tourne en rond. L'astronaute est au bout du bras. Le rayon de ce grand bras-là qui tourne sur un cercle est de 15 mètres dans ce cas-ci. À quelle vitesse angulaire constante la centrifugeuse doit-elle tourner pour que l'astronaute subisse une accélération linéaire de 11 g? Donc, on veut qu'il ressemble l'équivalent de 11 fois l'accélération g de 9,8 mètres par seconde carrée. Identification de nos données avec un schéma. J'ai déjà dessiné le schéma, là, prendre de l'avance, surtout que dessiner des ronds, c'est peut-être pas toujours évident pour les étudiants. Première donnée que je rencontre, c'est le rayon de 15 mètres. Donc, R est égal à 15 mètres, que j'illustre sur mon dessin ici. Deuxième donnée qu'on rencontre, c'est la donnée cherchée à quelle vitesse angulaire. Donc, je vais chercher une vitesse angulaire. La lettre qu'on réserve pour ça, c'est oméga.
C'était pas mentionné ici, mais j'aimerais ça l'avoir en RPM. Il faudrait que je l'ajoute dans la question. Là. Souvent, on s'intéresse toujours aux rotations par minute de quelque chose. Donc, je voudrais avoir la vitesse angulaire en RPM. Je l'ai illustré avec probablement une flèche rotative ici. Donc, c'est mon oméga. Pour que l'astronaute subisse une accélération linéaire de 11 g. Bon, ici, d'après moi, on va changer la question parce que j'aime pas ce que je vois, accélération linéaire de 11 g, parce que moi, j'ai fait le problème en considérant que je voulais une accélération centripète de 11 g. Donc, s'il vous plaît, barrez le linéaire et remplacez-le par, dans la question, centripète de 11 g. Je veux que l'astronaute ressente l'équivalent d'une accélération centripète correspondant à 11 g. Fait que je l'écris comme ça, sachant... Il est en rouge différent, là. Vous pouvez l'écrire, mais c'est pas obligatoire parce que c'est une constante, sachant que G est égal à 9,8 mètres par seconde carré. Donc, mon accélération centripète, je la montre sur mon dessin. C'est un petit vecteur dirigé vers le centre du cercle. Donc, il y avait déjà des vecteurs dessinés sur le cercle, mais c'était la vitesse pour montrer que ça tourne en rond. Donc, je vais écrire V à côté de ces vecteurs-là. Évidemment, je ne peux pas écrire 4 fois V. Parce que les 4 vecteurs sont différents, donc je pourrais les appeler V1, V2, V3 et V4. Mais sur le dessin, on voyait que les vecteurs étaient tous de la même longueur, donc je tourne à vitesse constante. Okay? Donc, remarque ici que j'ai mis, là, vitesse est égale à une constante, ce qui veut dire que l'accélération, la vitesse angulaire également va être constante, parce qu'il y a une relation entre les deux, comme on a vu tout à l'heure. Ça veut dire que l'accélération est égale à 0, et si l'accélération est égale à 0, l'accélération tangentielle est égale à 0. Bon, ça, c'est des remarques, ça ne fait pas strictement partie du problème. Mon point d'interrogation, c'est une vitesse angulaire. Je connais R, je connais AC. Je vais aller voir dans mes formules qu'est-ce que je pourrais utiliser. Je suis dans le document résumé au chapitre 5. Donc, au début, c'est les définitions. Ça ne fait pas du tout apparaître mon AC ni... ici, c'est la cinématique, pas vraiment intéressant non plus. Ah, les relations justement entre mes variables angulaires. Je cherche le oméga, je l'aurai ici, mais je ne connais pas la vitesse ici V. Je cherche le oméga, mais je connais accélération centripète, puis je connais R. Ben, j'utiliserai celle-ci. De retour à mon problème, j'ai copié l'équation que j'avais trouvée dans mon résumé. Je cherche le oméga, je vais l'isoler. Donc, oméga est égal, ça veut dire que le R a été envoyé de l'autre côté, ça va devenir AC sur R, puis j'avais un carré, je vais prendre la racine. Donc, j'ai AC sur R. Et je connais tous ces chiffres-là, donc je pourrais mettre les chiffres. Le AC, c'est 11G, G, c'est 9,8. Donc, je peux l'écrire comme ça, divisé par le rayon 15 mètres. Donc là, j'avais des unités cohérentes, pas de problème. Je mets ça dans une calculatrice, ça me donne 2,7. Mais mes unités cohérentes, rendu en vitesse angulaire, si j'ai pris des unités cohérentes, les unités de base, bien ici, je vais obtenir des radians par seconde et non pas des rotations par minute telles que demandées. Mais après, je fais ma conversion. Donc, je veux faire disparaître radian, je vais faire un tour pour 2 pi rad, ça va me permettre de barrer radian, puis je vais avoir mes rotations ou mes tours. Puis je veux faire disparaître seconde qui est au dénominateur, donc je vais écrire 60 secondes pour une minute. Le seconde va être barré, puis ça fait apparaître minute en bas. Donc je vais avoir des tours par minute. Donc je prends le même chiffre, multiplié par 60, divisé par 2pi, et ça me donne mon nombre de rotations par minute. Donc ça tourne une centrifugeuse d'astronaute. On continue avec le point B du même exemple qui se lit comme suit. Quelle est l'accélération tangentielle de l'astronaute si la centrifugeuse prend 120 secondes pour accélérer du repos jusqu'à la vitesse angulaire déterminée en A avec une accélération angulaire constante? En B, ce qu'on nous dit, c'est qu'en haut, ça tournait à vitesse constante. L'astronaute avançait toujours à la même vitesse dans l'espace, puis subissait toujours le 11G. Je ne sais pas combien de temps qu'ils soumettent à ça pour faire des tests, là, mais... il est à vitesse constante. Mais évidemment, il faut partir de la centrifugeuse. À un moment donné, ça ne tourne pas, puis là, il faut l'accélérer jusqu'au temps d'arriver à cette vitesse-là. Donc, c'est ce qu'on fait en B. Donc, on nous demande quelle est l'accélération en mètres par seconde. Hein. Tangentielle, ça veut dire en avançant sur le pointillé. Donc, quelle est l'accélération, le vent qu'il va avoir dans la face, à quelle vitesse que ce vent-là va accélérer. Si la centrifugeuse prend 120 secondes pour passer du repos à la vitesse qu'on a en haut. Donc, on me demande quelle est l'accélération tangentielle.
On appelle ça l'accélération parallèle à la trajectoire circulaire. Donc, c'est en mètres par seconde carré. Si ça prend 120 secondes, donc mon delta t, c'est 120 secondes, pour avoir, là, je peux l'expérimenter soit en vitesse de mètres par seconde, mais c'est bien mieux parce qu'on avait du oméga, des RPM en haut. Dire, ben, au début, j'ai 0 RPM ou 0 radians par seconde, puis à la fin, j'ai 26 RPM ou 2,7 radians par seconde, la valeur que j'avais trouvée en haut. Tout ça, on le fait évidemment avec l'accélération angulaire constante, donc un alpha angulaire constant. Et on rappelle qu'on avait le rayon dans la première partie. Donc, on se dessine la situation, trajectoire circulaire. J'en ai déjà fait une partie pour vous. Et maintenant, le vecteur que j'ai mis en entour, je l'ai fait grandir. C'est pour montrer qu'on est dans la partie où ça va avancer de plus en plus vite, le bras. Donc ici, j'ai mon V1, V2, V3. Le vecteur est de plus en plus grand, puis ça continuerait. Et donc, on montre là, que j'avance de plus en plus vite sur ma trajectoire circulaire. Ce qui veut dire que j'ai une accélération là, dans le même sens que le vecteur V. Je l'ai dessiné qu'une fois, et c'est ça notre accélération tangentielle qu'on cherche. Delta t, je l'ai mis près du pointillé, montrer que c'est la trajectoire. Là. Je fais 120 secondes sur cette trajectoire-là. Le oméga égale à 0, je ne le dessine pas. Oméga final égale à 2,7. Puis même si ça n'aurait pas été égal à 0, ça aurait été entre 1 et 2,7. Je le dessine rien qu'une fois. Je mets ma rotation, puis j'appelle ça oméga. Mais il représente à la fois le initial puis le final, tant que ça ne change pas de sens. Évidemment, tant qu'on ne me donne pas de sens, je vais toujours faire tourner dans le sens positif. Le alpha n'était pas strictement obligatoire à montrer, mais ça nous aide à montrer que ça tourne de plus en plus vite, puis ça va nous aider dans le problème tout à l'heure, puis le rayon n'était pas strictement nécessaire non plus. Résolution du problème, je regarde ce que je cherche, puis je vais me chercher une formule qui, en fonction des paramètres que je connais, là, me semble adéquate pour résoudre le problème. Donc, je cherche une accélération tangentielle. On s'en va dans les résumés. Je suis au même endroit que tout à l'heure dans le résumé. À la fin de la première page, j'ai les relations entre les variables linéaires et angulaires. Je cherche le A tangentiel. Meilleure formule, il apparaît ici, là, mais ça me paraît bien plus complexe que juste de calculer ça. Sauf que je ne connaîtrai pas ça, mais je vais faire appel probablement à autre chose pour le calculer. Le autre chose étant de la cinématique qu'on a juste en haut ici. Donc je reviens ici. Je dis mon accélération tangentielle, c'est mon alpha fois r. Je vérifie qu'est-ce que je connais là-dedans. Je connais le r, mais je ne connais pas le alpha. Donc j'ai un premier blocage. Mais on m'a donné vitesse initiale, vitesse finale, delta t. Ça ressemble à de la cinématique linéaire. Donc, quand on avait vitesse finale, initiale, delta t, on était capable de calculer les accélérations. Donc, on va faire la même chose, mais maintenant avec de la cinématique angulaire. On n'avait pas encore fait de problème de cinématique de rotation, mais on l'a fait en linéaire. Hein, vous vous rappelez, le MUA. Exemple, V final est égal à V initial plus A fois delta t. Donc, on a les mêmes choses qui existent en angulaire. C'est rien qu'on remplace les V par des oméga, les A par des alpha, puis les X delta X par des θ delta θ. Donc, on connaissait vitesse initiale, vitesse finale, puis on connaissait le delta t. Je vais pouvoir calculer mon alpha, puis c'est ce qui me manquait dans mon équation. Donc, je vais utiliser l'équation qui est ici. J'ai copié l'équation intégrale qu'on avait sur notre formulaire ici, avec les indices selon Z pour montrer que ça pourrait être des valeurs positives ou négatives. D'où l'intérêt, quand on a le choix, de tout mettre pour que ça tourne positif. Donc ça tournait positif, puis de plus en plus vite, donc l'accélération va être positive aussi. Fait qu'en deuxième ligne, comme on faisait en cinématique quand c'était des V, puis des delta X, puis des A, ben, je tiens compte du signe. Ben, la finale est positive, est égale à la initiale qui est positive aussi, de toute façon c'est un 0, plus le AZ, l'accélération est dans le bon sens, donc c'est un plus aussi, fois delta t. Donc j'isole ce que je cherche, hein, c'est le alpha qui me manque, j'isole le alpha, donc lui va s'en aller de l'autre côté, va devenir un moins, puis je vais diviser par delta t. C'est sûr qu'ici c'est un 0, là, mais je l'ai traîné, si ça n'aurait pas été 0, mon équation fonctionne pareil. Si je veux, je peux mettre les chiffres. Personnellement, je ne l'ai pas fait pour que justement garder mon équation la plus générale possible puis pouvoir la programmer dans un contrôleur si je voudrais.
mais je pourrais calculer, c'est 2,7 moins 0 divisé par 120, ça me donne cette accélération-là. Sinon, je mets mon résultat pour l'équation 2 dans la 1. Donc, je réécris la 1. A parallèle est égal à alpha, mais alpha, je le remplace par ça. Donc, j'ai commencé par écrire mon alpha fois R, donc fois R. Et là, je remplace mes chiffres à la fin et j'obtiens ma réponse. J'ai des unités cohérentes parce que je vais travailler avec les radians. Donc, à la fin, j'obtiens les bonnes unités en mètres par seconde carré.